Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, qui est consacrée, comme vous le savez, aux personnages qui ont marqué notre passé dans toutes les sphères de l'activité humaine. C'est une soirée un peu spéciale puisque nous en sommes déjà à notre 4e saison des figures marquantes de notre histoire. Donc, nous sommes très heureux de débuter cette 4e saison. Et si nous en sommes là, c'est parce que vous êtes là, vous, le public. Vous avez été nombreux à venir assister à ces entretiens. Plusieurs d'entre vous revenaient d'entretien en entretien. Il nous arrive de refuser des gens à la porte, malheureusement. C'est bon signe. Merci aussi à vous qui assistez à ces entretiens de votre salon. Vous tombez parfois par hasard sur ces entretiens. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux et ça vous intéresse, tant mieux. C'est le signe qu'il y a de la place pour du contenu à la télévision. Et c'est aussi le signe qu'on s'intéresse à l'histoire du Québec. Donc, merci beaucoup d'être là et on souhaite longue vie à cette série qui en est donc à sa 4e saison. 4e saison qui sera consacrée au 19e siècle. Le 19e siècle, un siècle fondamental, le siècle de l'éveil des nationalités, le siècle de la révolution industrielle. C'est aussi le siècle d'un affrontement entre deux camps. Le camp du progrès matériel, scientifique, philosophique, et camp de la tradition, de ceux qui se méfient d'un progrès désordonné. Et les deux camps ont généré des personnages plus grands que nature. Alors ce soir, il sera question d'un personnage qui logeait du côté certainement du progrès, mais au cours de la saison, nous parlerons d'un personnage comme Ignace Bourget, qui lui était plutôt du côté de la tradition. Mais un homme comme l'autre ont beaucoup apporté, ont beaucoup fait pour notre pays, pour notre nation. Donc, nous allons traiter du 19e siècle. Nous avons fait un choix de 8 personnages. C'est un choix qui est toujours difficile à faire, mais voilà. Donc, ce soir, il sera question d'un grand chef politique. Il sera aussi question d'un couple, puisque nous parlerons aussi de sa femme, Julie Papineau, Julie Bruneau, et d'une famille, donc. Louis-Joseph Papineau est né en 1786 à Montréal, décédé à Montebello en 1871, alors que Julie Bruneau est née en 1795 à Québec et elle est décédée aussi à Montebello en 1862. C'est un couple qui a affronté une très grande tourmente, qui a traversé tout le début du 19e siècle, une grande tourmente politique qu'on pourrait diviser en 4 parties. La première partie, c'est la phase de la métamorphose d'un mouvement politique. En 1805-1806, Pierre Bédard fonde le Parti canadien. C'est un parti qui défend les droits des sujets britanniques, canadiens, français, mais c'est un parti qui est fondamentalement loyal à la couronne britannique. Or, ce parti va se métamorphoser en mouvement patriote, mouvement républicain, très inspiré par l'éveil des nations, l'éveil des peuples qu'on voit en Amérique du Sud. Plusieurs pays font leur indépendance, Brésil, Mexique, Venezuela. Aussi l'éveil des peuples en Europe, des peuples polonais, irlandais, d'autres. Même le peuple français se rebelle en 1830, ce qui inspire ce mouvement. Donc, nul doute que Louis-Joseph Papineau a été un acteur, a été un penseur et un acteur de cette métamorphose de ce grand mouvement politique. Deuxième phase, deuxième moment, évidemment, c'est celui de l'affrontement. Un affrontement, évidemment, complètement inégal, puisqu'il opposait d'un côté, en 1837, l'armée la plus puissante du monde, avec une milice bien équipée par la minorité possédante de Montréal, et de l'autre, des paysans qui luttaient avec des fusils de chasse et des fourches, et on sait le résultat. Ce mouvement a été donc écrasé, ce mouvement qui visait une plus grande émancipation de la colonie du Bas-Canada. Donc, ce mouvement a été écrasé. On connaît la suite, la terrible répression qui a suivi, le Parlement qui a été suspendu, la loi martiale qui a été décrétée, près de 1000 arrestations, plus ou moins arbitraires, 100 condamnations à mort, 12 pendus, 58 exilés, sans parler des fermes saccagées, des villages incendiés, une période extrêmement sombre. Période sombre aussi qui va pousser Louis-Joseph Papineau et sa famille à l'exil. Ils vont aller chercher du soutien aux États-Unis, ensuite ils vont aller en France jusqu'en 1845. Nous en parlerons avec notre invité. Troisième phase de cette vie tourmentée, la phase du retour au pays,
où là, Louis-Joseph Papineau décide de ne pas suivre le courant qu'avait développé Louis-Hippolyte Lafontaine, le courant réformiste, qui va obtenir avec d'autres la responsabilité ministérielle, des réformes à l'intérieur de la colonie. Et donc, le début d'une forme d'antagonisme, hein, le début du régime partisan qui va marquer notre histoire, entre d'un côté les Bleus, plus conservateurs, et de l'autre, les Rouges, plus libéraux, davantage partisans d'une séparation de l'Église et de l'État. Alors donc, Louis-Joseph Papineau va devoir se séparer d'anciens alliés. Plusieurs même vont se tourner contre lui. Ce sera sûrement pour lui une période très difficile au plan personnel. Enfin, dernière période, la période de la retraite. Retraite, pourrait-on dire, bien méritée. Retraite de la vie politique. Retraite dans sa seigneurie de la petite nation, en Outaouais, avec sa femme, avec sa famille. Famille qui traverse aussi des difficultés, mais il y a quand même aussi des jours heureux. On peut d'ailleurs toujours visiter le manoir des Papineau dans cette seigneurie, donc, de la petite nation d'autrefois, dans le manoir de Montebello. Donc, pour nous parler de cette vie, de la vie de ce couple, de la vie de cet homme, eh bien, nous avons invité un spécialiste très reconnu qui a consacré presque toutes ses recherches d'historien au mouvement patriote. D'ailleurs, il travaille actuellement sur une biographie de Louis-Joseph Papineau. Il a été longtemps, je dis il a été, puisqu'il vient tout juste de prendre sa retraite, il a été longtemps professeur d'histoire à l'Université Bishop et il a publié un livre assez marquant sur le mouvement patriote qui s'intitule, beau titre, « Le printemps de l'Amérique française ». Je vous prie d'accueillir Louis-Georges Harvey. Bonjour Louis-Georges, bienvenue. Bonjour. Donc, Louis-Georges Harvey, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, je pense que vous avez publié tous vos travaux, articles, chapitres de livres, ouvrages, hein, Le printemps de l'Amérique française. Vous avez publié en 2005 sur le mouvement patriote. Alors, qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce mouvement, vers cet objet d'étude? Vous savez, je pense qu'on peut partager avec la salle, les historiens, nous sommes d'éternels insatisfaits. J'étais insatisfait des réponses que je trouvais dans les livres à l'époque que je lisais sur le discours du Parti patriote. Et moi, j'étais formé dans un premier temps en histoire des États-Unis. Ouais. Alors, quand j'ai commencé à lire les documents, la correspondance de l'époque des patriotes, je trouvais des similitudes entre ce discours des patriotes des années 1830 et le discours des Jacksoniens de la même époque et même de l'époque révolutionnaire américaine. Donc, je me rappelle, j'avais demandé à un de mes profs qui a étudié le républicanisme des patriotes. Il m'a dit, c'est pas important. C'est pas important, ce n'est qu'un masque pour leur nationalisme. Et aux études supérieures, j'ai eu un cours avec Fernand Ouellette, qui était la sommité à l'époque. Oui. Hein, Fernand Ouellette. Je lui ai posé la même question. Il m'a répondu à peu près la même chose. Ce n'était qu'un masque, mais cette fois pour leur tentative de perpétuer les mentalités d'anciens régimes. Bon, c'était un peu plus compliqué. Mais je n'étais toujours pas satisfait. Alors, j'ai entrepris une recherche pour mon doctorat sur le républicanisme et l'anticolonialisme dans le discours patriote, et ça s'est révélé une piste de recherche. Un bon filon. Oui, oui, très riche, très riche. Oui. On sait que Lord Durham dit dans son célèbre rapport, j'ai l'impression que ça, c'est la phrase qui a été peut-être aussi à l'origine de votre recherche, il dit « Ce n'est pas une lutte de principe, mais de race ». Hein? Il dit ça dans son... Et plusieurs historiens nationalistes ont été plutôt d'accord avec cette optique-là, notamment Maurice Séguin, à l'époque, à l'Université de Montréal. Alors que vous dites, non, c'était une lutte de principe. Tout à fait. C'est une lutte anticoloniale. Il y a un élément identitaire, c'est certain. Mais derrière les revendications du Parti patriote, on a surtout une lutte contre les injustices qui sont reliées au système colonial. Et tout cela est formulé dans un langage républicain. Alors, c'est ce que j'ai voulu étudier. Vous savez, la phrase de Durham, c'est une façon pour le colonisateur d'effacer ce grand mouvement républicain. La noblesse des principes, on pourrait dire. Voilà. Ouais. Maintenant, Louis-Joseph Papineau, vous avez toujours étudié ça comme un mouvement. Hein? Oui. Vous avez toujours parlé du mouvement patriote, du mouvement, donc d'un mouvement social, et on y reviendra parce que c'est pas quelques chefs là, qui se lèvent un matin avec l'appui, le soutien populaire a été absolument indéniable. Mais en quoi Papineau
a été emblématique de ce mouvement? Je pense qu'il a été celui qui a le mieux formulé une critique du régime colonial, par exemple de la corruption du régime colonial, des injustices, de l'établissement de certaines classes de citoyens ou de sujets à l'intérieur de la colonie. Et c'est un système discriminatoire qui exclut les Canadiens français, hein, qui ne peuvent pas occuper certains postes, mais tout autant qui est discriminatoire envers les Irlandais catholiques ou les Américains qui cherchent des terres dans les cantons de l'Est. Alors, Papineau est capable d'articuler une critique fort cohérente de ce régime. Et en même temps, il va monter une espèce de projet de société républicain qui cherche à remplacer ce système avec des institutions véritablement démocratiques au service du peuple. Alors, évidemment, on va tout de suite le dire pour passer à autre chose, mais là, l'argument on pourrait tout de suite répondre, c'est un projet démocratique pour un seigneur, parce que Louis-Joseph Papineau était un seigneur quand même, donc il incarnait cette espèce de vestige de l'Ancien Régime. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Tout de suite, on va se débarrasser tout de suite de cet élément-là, parce que ça revient souvent. Il peut être un seigneur, mais son discours, il est profondément démocratique. Et je pense que c'est ce que les gens retiennent et c'est ce que les gens suivent. Alors, la question seigneuriale, en fait, revient beaucoup plus pour moi à la fin de sa vie. À ce moment-là, il y a peut-être un entorse à son esprit démocratique quand il défend le régime seigneurial dans les années 1850. Mais vous savez, pour Papineau, il y a des recherches récentes. Le jeune historien Olivier Guimond a travaillé là-dessus. Pour Papineau, le régime seigneurial est un système, est une façon d'accéder à la possession de la terre facilement sans s'endetter auprès des banques ou des grands spéculateurs. Certains vont même l'associer un peu à l'approche Jefferson. Hein? C'est justement, et Jefferson, c'est vraiment un héros pour Papineau. Ouais. Il est l'émule de Papineau. Hein? On est avant, de toute façon, l'urbanisation, donc tout le monde, idéalement, est propriétaire de sa petite terre. C'est l'idéal, oui. C'est ça, voilà. Oui, oui. Maintenant, parlons du couple. Parlons du couple. On va, évidemment, étant donné la place qu'il a pris dans l'histoire, on va certainement parler davantage de Louis-Joseph, mais parlons du couple pour dire que au fond, quand j'y pensais en préparant cet entretien, je me disais, il n'y a pas beaucoup de couples marquants dans notre histoire. Hein? Je veux dire, là, quand on a découvert les lettres à Julie de Louis-Joseph Papineau, qui ont beaucoup inspiré la romancière Micheline Lachance avec son incroyable succès, hein, le roman de Julie Papineau. Ici, on a les lettres que Julie a écrites à Louis-Joseph. On invite d'ailleurs l'éditeur à réunir ça dans un seul tome, hein, ça pourrait être plus simple. Avec la chronologie. Il n'y a pas beaucoup de couples comme celui-là dans notre histoire. Parlez-nous un peu de ce couple. Quand est-ce qu'ils se rencontrent? Quelle est la nature de leur lien? On a peut-être eu des couples comme ça, mais on n'a pas eu les sources pour documenter la relation. Mais ce qui est assez formidable dans le cas des Papineau, c'est justement cette volumineuse correspondance que l'on possède. Et c'est aussi la nature de la correspondance, parce qu'on pourrait croire qu'une correspondance entre Papineau et sa femme porterait uniquement sur les enfants. Problèmes domestiques. Oui, les problèmes domestiques, la gestion de la maison, etc. Mais c'est une correspondance qui est très politique. Louis-Joseph Papineau raconte sa vie, raconte son quotidien politique à sa femme, raconte ses idées, ses discours, comment les discours ont passé, quand il est en Angleterre, ses impressions. Alors tout ça est consigné dans ses lettres à Julie. Et Julie lui répond et discute politique avec lui. Et au début, Papineau peut être un peu condescendant, mais avec le temps, on sent un certain respect qui s'installe. À un moment donné, il dit de Julie, vous en connaissez autant que moi sur le sujet. Alors, on voit très bien qu'il y a une espèce de respect qui s'installe entre les deux. Pour moi, en lisant ces lettres, je trouve une complicité aussi entre Louis-Joseph et Julie. Beaucoup d'affection, beaucoup d'appui l'un pour l'autre au cours des années. Il y a eu des années plus difficiles, la fin de l'exil de Papineau en France, quand Julie revient à Montréal, quelques accrochages là. Et les années 1850 aussi, un certain froid là, dans le couple à ce moment-là. Mais c'est assez remarquable au cours des années 1820 et 30 avec tout ce qui se passe. Cette complicité qu'on peut retrouver dans ces lettres. Vous parlez de complicité, iriez-vous même jusqu'à dire qu'elle était un peu conseillère à sa façon? Oui. Il le conseillait? Ah, tout à fait.
Tout à fait. Elle ne se gêne pas pour donner ses opinions non plus, qui sont Non? souvent pas nécessairement en harmonie avec ceux de son mari. Alors, Ouais. oui, elle est complice et conseillère, je dirais Oui, même. oui, oui. Maintenant, parlez-nous des origines familiales et sociales, peut-être des deux, juste pour nous situer, pour Évidemment, ce sont Julie et Louis-Joseph proviennent de familles qu'on pourrait associer à la petite bourgeoisie canadienne-française, qui est un groupe social émergent à la fin du 18e siècle. La plupart des députés du Parti canadien, du Parti patriote, proviennent justement de cette classe sociale. Le père de Julie est marchand à Québec, et c'est une famille de marchands, les Bruneaux. Le père de Louis-Joseph est arpenteur et il va acheter certaines propriétés, accéder à la propriété, acheter notamment la seigneurie de la Petite-Nation en 1802-1803. Alors, ce sont des familles qui connaissent un certain succès aussi. En passant, le père de Julie est député aussi à l'Assemblée, tout comme le père de Louis-Joseph. Alors, ce sont des familles politiques aussi. et leur éducation. Éducation, Julie est passée par les Ursulines à Québec. Louis-Joseph commence à Montréal chez les Sulpiciens, mais ça ne fonctionne pas trop. Alors, il se ramasse à Québec, au séminaire de Québec, où il va finir son éducation. Là, son petit-fils, Henri Bourassa, aimait dire que c'est à Québec que Louis-Joseph Papineau avait perdu la foi. Ah oui? Oui, ben là, on reviendra à cet élément. On reviendra à cet élément quand on abordera justement la fin de ses jours. C'est Ouais, ouais. très intéressant. Là. Est-ce qu'on peut dire que Louis-Joseph Papineau était prédestiné à la politique? Est-ce qu'il a été... On a un peu cette impression. Moi, j'ai tendance à comparer un peu Papineau à Parizeau, c'est-à-dire des gens bien nés et un peu préparés pour devenir des chefs. Est-ce que j'ai une mauvaise impression? Est-ce que... Ben, on peut le croire, Ouais. parce que Papineau est élu en 1808. Il a 22 ans quand il est élu député à l'Assemblée législative. Il a 29 ans quand il devient président de la Chambre et finalement leader du Parti canadien. Alors, oui, on pourrait le croire. Et surtout si on regarde dans sa famille, parce que je disais que son père, Joseph Papineau, est élu député à l'Assemblée, mais Joseph Papineau avait aussi milité pour l'obtention d'un gouvernement représentatif. Il est élu au premier Parlement du Bas-Canada en 1792. Le cousin de Papineau, Denis Benjamin Vigé, est élu en 1796. Il y a aussi Louis-Michel Vigé, Jacques Vigé, famille. toute une famille politique. Les Charriers sont aussi dans la politique. Alors, toute la famille autour de Papineau est impliquée dans ce monde politique. Alors, tout le prépare effectivement à une carrière politique. Et justement, alors, on dit souvent que justement le parti est fondé par Pierre Bédard et son entourage, donc des gens surtout de Québec. Oui. Alors que là, c'est lui qui devient un peu la figure dominante du parti autour de 1815-1820. Pierre Bédard est nommé juge à Trois-Rivières, le pauvre, pour parler contre Trois-Rivières, mais c'était vraiment petit. À l'époque, oui. À l'époque, C'est l'exil. C'est l'exil. En plus, il ne s'entend pas bien avec sa femme. Alors vraiment, ce pauvre lui. Mais alors que, bon, Papineau, 1815... Comment s'impose-t-il? Est-ce qu'on en sait plus? Comment... Ben, le départ de Pierre Bédard, il est pour beaucoup, hein, parce que Pierre Bédard, quand il part, ça laisse un vide. Il y a plusieurs prétendants, mais ce qui est assez intéressant, c'est que plusieurs des prétendants sont des anglophones. On peut penser à Stuart, on peut penser à John Nielsen aussi, Oui. qui emmène très large autour de Québec. C'est le politicien à Québec qui est en ascension à peu près au même moment que Papineau. Qui va être longtemps son allié, d'ailleurs. Justement, jusqu'en 1831. On croit qu'on ne peut pas vraiment avoir un anglophone à la tête du Parti canadien, que la majorité des députés ne vont pas suivre un chef anglophone. Alors, ça ouvre la voie un peu pour Papineau. Mais il ne faut pas exclure non plus les talents de Papineau. Hein. C'est un grand orateur, il est très éloquent. Et on parle beaucoup de son discours de 1820 à la mort du roi Georges III, où il fait un discours très loyaliste, vantant Georges III et expliquant que la conquête avait amené la liberté aux Canadiens. Ça fait sa réputation à l'échelle de la colonie et ce discours-là est même rapporté dans les journaux de Londres. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui par son discours, par son éloquence, s'impose. Intéressant. Et là, il est président donc de la Chambre, mais justement, quelles sont les responsabilités? Parce que on est à une époque où il n'y a pas de premier ministre, hein, il n'y a pas de responsabilité ministérielle. Il y a le conseil exécutif qui relève du gouverneur, il y a le conseil législatif.
Donc, le président de la Chambre, c'est le personnage le plus important de l'Assemblée législative. Expliquez-nous un peu. Oui, je pense qu'il faut comprendre que c'est pas comme le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui s'assure que les débats ont lieu d'une façon ordonnée, fait respecter les règles de la Chambre et s'occupe de la gestion de l'Assemblée nationale. Papineau fait tout ça pour l'Assemblée législative. Mais au-delà de cela, il est aussi le leader, le chef du Parti canadien et plus tard du Parti patriote. Donc, il doit intervenir de façon partisane à l'Assemblée. Alors, parfois, lors des débats, Papineau va quitter le fauteuil du Ah oui? président. Quelqu'un d'autre va accéder au fauteuil. Et là, Papineau va participer au débat, va faire un grand discours, va critiquer un autre député avant de reprendre le fauteuil par la suite. Alors, c'est un peu particulier. En même temps, Papineau est chef de parti. Alors, il doit faire des rencontres avec tous les membres du Parti canadien et du Parti patriote pour parler de politique à suivre, des doléances que les gens peuvent avoir par rapport à leur région. Il agit aussi comme chef parlementaire, comme ce qu'on appellerait le whip, pour s'assurer que les députés sont là pour voter. On siégeait beaucoup moins longtemps à l'époque On aussi. siégeait moins longtemps. Donc, il doit s'assurer aussi qu'il y a un quorum Ouais. pour l'Assemblée. Il représente aussi l'Assemblée quand il est question de négocier avec le Conseil législatif, le gouverneur, les officiers du gouvernement. C'est toujours lui qui fait ça. Aussi, il représente l'Assemblée lors des occasions protocolaires ou mondaines. Si le gouverneur fait un bal ou une levée, il doit se présenter parce qu'il représente l'Assemblée. Donc, ça fait des grosses journées. Pendant qu'il est là, il travaille très, très fort. Et Papineau, à l'encontre des autres députés, ne peut pas quitter pendant la session. Il doit être toujours là. Alors que les autres députés se présentent pour une semaine, retournent chez eux pour 2 semaines, reviennent par la suite. Papineau passe tout ce temps, tout le temps de la session à Québec, en pension. Quand il y a un peu de temps, le soir, il joue aux échecs avec les autres députés. C'est à peu près son seul loisir. Et ça explique aussi ces nombreuses lettres entre Julie et Louis-Joseph, parce qu'il est parti des mois pendant la En session. effet. On va parler d'un voyage. Alors là, on va entrer dans justement la métamorphose. J'ai présenté ça rapidement au début. Il fait un voyage à Londres en 1823. Et honnêtement, avant de lire votre livre, Le printemps de l'Amérique française, et vous insistez beaucoup sur ce voyage dans votre livre, je n'avais pas réalisé l'importance de ce voyage. On a l'impression qu'il y a un avant et il y a un après. Donc, vous avez parlé de ce discours très loyaliste de 1820. Donc, il a beaucoup de respect pour les institutions britanniques. Mais avec 1823, donc pourquoi il va à Londres et qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer peut-être une forme de désenchantement par rapport à la Grande-Bretagne? Papineau va à Londres pour représenter la colonie avec John Neilson. Il y a 2 délégués qui vont aller à Londres. Papineau représente Montréal, Neilson représente Québec, Papineau francophone, Neilson anglophone. Ce qui provoque le voyage, justement, c'est un projet de loi qui est présenté à la Chambre des communes à Londres pour faire l'union du Haut et du Bas-Canada. Et c'est présenté à l'insu de l'Assemblée du Bas-Canada. Ce n'est pas connu vraiment, ce projet au Canada. C'est monté par des marchands de Montréal, associés à la Banque de Montréal, et leur complice à Londres, un certain Edward Ellis, qui emmène très, très large, aussi seigneur de Beauharnois, je crois. Et donc, ça provoque une réaction assez vive au Bas-Canada quand on apprend la nouvelle. Et c'est une fois que tous les éléments de la société canadienne-française tirent du même bord contre ce projet. Le clergé, les seigneurs, la bourgeoisie, tout le monde est contre ça. Plusieurs anglophones aussi, dont John Neilson. Alors, on organise des associations constitutionnelles. On fait circuler une pétition, on va ramasser 62 000, 63 000 signatures sur la pétition. Et il y a des résolutions aussi qui sont adoptées. Alors, Neilson et Papineau partent en Angleterre pour apporter les résolutions et la pétition, présenter ça au roi et tenter d'infléchir cette politique impériale. Qu'ils réussissent à faire. Déjà, devant la levée de bouclier, la métropole reculait. Donc, ça va être retiré assez rapidement. Mais Papineau passe quand même 8 mois en Angleterre parce qu'ils ont un peu peur qu'ils vont représenter cette mesure. Et pendant ce temps, il observe.
de la société anglaise. Il faut savoir que Papineau, comme plusieurs hommes de son temps, tenait en très haute estime les institutions politiques anglaises. C'était comme un idéal politique. Et c'est le point de vue des philosophes au 18e siècle, Montesquieu, par exemple, qui avait un peu le même point de vue. Voltaire aussi. Voltaire. Papineau arrive en Angleterre et il est frappé par l'écart des richesses, premièrement, entre les aristocrates et les travailleurs de Londres qui vivent dans la misère. Oui, parce que Londres vit sa révolution industrielle. Justement. C'est la première ville. Oui, justement. Oui. Et il est bouleversé par cet écart des richesses. Il écrit dans une des lettres à Julie, il y a un diamant dans la couronne de la reine qui vaut 30 000 livres. Alors, combien de pauvres qu'on pourrait nourrir avec ce seul diamant? Il est frappé par ça. Deuxièmement, il est frappé par la non-participation du peuple au pouvoir. Dans les années 1820, quand Papineau visite l'Angleterre, à peu près 2 ou 3 des Anglais ont le droit de vote. Alors, c'est une petite minorité qui est très différent du Bas-Canada. Le Bas-Canada, oui, effectivement, si on est propriétaire terrien, on peut voter, justement. C'est assez, le sens est assez bas comparé. Ouais, alors, il est frappé par l'écart des richesses, les inégalités sociales, la non-participation du peuple au gouvernement, la corruption qu'il observe au gouvernement, l'importance de l'argent. Et en plus, le fait que quand il parle aux ministres, il se rend compte qu'ils ne connaissent absolument rien au Canada. Donc, une relative ignorance des situations coloniales. Donc, il commence à déchanter un peu là, par rapport à son admiration. Il écrit même à Julie, à un moment donné, qu'il revient au Canada passablement mauvais sujet. Il était parti bon sujet, il revient mauvais sujet. Il dit aussi, il a à peu près la même opinion de la France, qu'il trouve encore plus mal gouverné que l'Angleterre. Et il commence on dirait qu'il y a une espèce de conscience coloniale qui se forme. Donc, il commence à prendre conscience de son américanité, le fait que les sociétés nord-américaines sont très différentes, elles sont plus égalitaires et elles ont besoin d'un gouvernement plus démocratique. Alors, on voit un peu pencher l'admiration vers le modèle américain, vers les États-Unis. Il écrit même une lettre à Julie où il dit que les États-Unis sont appelés à devenir un grand pays parce qu'ils ont un gouvernement qui ressemble à celui de l'Angleterre, qui a été réformé, mais ils n'ont pas les abus sociaux, ils n'ont pas cette disparité de richesse. Alors, un gouvernement démocratique peut véritablement opérer en Amérique, mais pas en Europe. Et donc, il revient dans la colonie. Et là, je sais qu'on enjambe, mais là, il va adopter successivement 2 grandes stratégies pour le Parti canadien qui se mue en parti patriote ou mouvement patriote. Première stratégie, rapidement, la querelle des subsides. Vous allez nous expliquer ça en 2 mots, mais surtout, les 92 résolutions. Alors, peut-être nous expliquer comment il passe d'une stratégie à une autre. Je sais que c'est rapide, là. On pourrait faire 1 heure sur chacune des stratégies, mais rapidement, et avec quel but? Quelles sont ses visées? Qu'est-ce qu'il souhaite amener? Les objectifs sont semblables dans les 2 cas. La querelle des subsides... Juste nous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit justement d'une tentative de l'Assemblée de faire valoir ses droits constitutionnels, de contrôler les budgets et donc de contrôler les salaires des fonctionnaires. Et en contrôlant les salaires des fonctionnaires, on pouvait les sanctionner. Donc, ça permet d'exercer un contrôle sur l'exécutif. Si on passe à la stratégie des 92 résolutions, ce qui est semblable, c'est la tentative de contrôler le pouvoir de l'exécutif et surtout le pouvoir de la couronne dans la colonie. Donc, dans les stratégies républicaines du parti qui émergent en 1833-34, et vous savez, à partir de 1831, Papineau avoue ouvertement son républicanisme. Il ne le cache pas. Je suis républicain. Et il pense que les institutions républicaines doivent s'appliquer aux sociétés nord-américaines. Donc, il souhaite des institutions républicaines pour le Bas-Canada. Concrètement, ça veut dire, et c'est une réforme qui réclame... Dans le cadre de l'Empire? Pardon? Dans le cadre de l'Empire? Même dans le cadre de l'Empire, ça pouvait se passer. Évidemment, il y aurait eu un accommodement à faire pour le gouverneur. Mais principalement, ce qu'il cherche, c'est la réforme du Conseil législatif. Parce que le Conseil législatif est formé par des conseillers qui sont nommés à vie par la Couronne. L'équivalent du Sénat d'aujourd'hui. Oui, mais oui.
Non, non, mais pour donner... oui, ça donne une idée. Je m'excuse du rappel, mais il faut... juste pour donner une idée, donc il y a la Chambre des élus du peuple, et à côté, il y a le Conseil législatif, qui est un peu comme il le faut Sénat. imaginer un Sénat aujourd'hui qui bloquerait presque toutes les lois qui sortent des communes. Et des lois importantes, hein, parce que vous savez, de 1815 à 1824, l'Assemblée adopte une loi sur l'éducation. À chaque année, c'est bloqué. Le Conseil appose son veto. Donc, il n'y a pas d'école publique pendant 8 ans. C'est beaucoup, là. C'est gros. Oui. Alors, c'est le genre d'abus que Papineau et les Patriotes veulent empêcher. Et pour eux, la seule façon de régler ce problème-là, c'est de rendre le Conseil électif. Et avec un Conseil électif, une Assemblée aussi élue, qui représente les deux, le peuple, ils pensaient qu'ils pouvaient contrôler l'exécutif ou la couronne. Donc, ça permettrait un peu, comme la querelle des subsides, de contrôler, de censurer le représentant du roi et de donner le pouvoir véritablement au peuple. Oui. Alors, vous dites, il pensait qu'il voulait, tout ça, très bien. Là, ensuite, en 1834, il va porter ses doléances à Londres, pas lui personnellement, mais des représentants. Mais là, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que il avait eu du succès en 1823, on vient d'en parler. Il avait stoppé ce projet d'union du Haut et Bas-Canada. J'ai l'impression qu'il pensait encore sincèrement remporter une victoire. Est-ce que je me trompe? C'est l'impression qu'on a, puisque s'il n'avait pas cette conviction, il aurait à côté préparé une insurrection, quelque chose qui allait dans le sens d'une guerre d'indépendance. Or, rien de ça n'est préparé. On a l'impression que Papineau croit sincèrement que si on va vers Londres, que Londres va être convaincu que ce sont de justes doléances. Est-ce que j'ai une mauvaise impression? Non. Écoutez, Papineau est quand même lucide. Il sait que la réforme du Conseil, de transformer le Conseil en Conseil électif, ça serait risqué pour Londres parce qu'il y a beaucoup de réformistes qui veulent abolir la Chambre des Lords en Angleterre ou la rendre élective. Alors, c'est difficile pour Londres de concéder quelque chose du genre au Canada. Et encore moins d'imaginer qu'on puisse avoir une constitution constitutionnelle dans le Bas-Canada pour adopter une nouvelle constitution républicaine. Alors, Papineau comprend qu'il y a certaines limites, mais je pense qu'il croit sincèrement que la réforme, les mouvements de réforme progressent un peu partout, même en Angleterre. Il y a la grande réforme de 1832. Alors, il croit que à un moment donné... On est dans le courant. On est dans le courant, justement, et qu'à un moment donné, les Anglais vont comprendre et que ce sera dans leur meilleur intérêt de concéder ces réformes aux colonies pour les garder un peu dans le giron de l'Empire ou d'avoir une relation favorable avec ces nouvelles républiques qui pourraient émerger en Amérique du Nord. Et évidemment, Papineau pense aussi que l'émancipation des colonies est inévitable. On parle d'une ou deux générations au plus. Et ça, il écrit, ça. Oui, il écrit aussi qu'en 1823, justement, quand il est à Londres, il parle à Lord Bathurst, qui lui dit carrément, dans une ou deux générations, on va laisser aller les colonies. Et vous savez, comme moi, que dans les années 1840, les Anglais, c'est un peu pas mal ça qui se passe. Alors, je pense que Papineau croit que ça se passera avec le temps. Et... on prépare le terrain. On prépare le terrain, justement. Sauf que c'est pas ça qui se passe. Non, pas du tout. Non. On arrive en mars 1837, et là, c'est les fameuses résolutions Russell qui sont adoptées par Londres, qu'on découvre un mois plus tard ici. C'est le système de l'époque. Et là, on voit que Londres, c'est une fin de non-recevoir par rapport au programme des 92 résolutions. Alors, parlez-nous de l'évolution du Papineau durant l'été 37. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au départ, Papineau souffle un peu sur les braises et ensuite, décrivez-nous un peu son évolution jusqu'aux affrontements. Les résolutions Russell, c'est plus qu'une fin de non-recevoir, parce qu'on enlève des pouvoirs à l'Assemblée. Oui. On dit carrément que l'Assemblée n'aura plus le droit de regard sur les finances. C'est une gifle. Je pense que Papineau est un peu surpris par cette réponse. Il fait un grand discours à Saint-Laurent en mai 1937. C'est un discours extrêmement radical.
Papineau avait l'habitude de toujours citer l'expérience américaine, mais là, il cite la Révolution américaine. Il est question de l'épée de Washington. Il est question de la défaite de la plus grande armée que l'Europe avait vomi sur l'Amérique par de simples agriculteurs qui savaient tirer aux tourtes. Et il y a encore des agriculteurs qui savent tirer aux tourtes. Vous vous rendez compte? Ce sont des menaces à peine voilées là, qui pourraient avoir une nouvelle révolution dans la vallée du Saint-Laurent. Dans le même discours, il parle de façon très élogieuse des institutions américaines et il dit quelque chose comme les peuples pourraient se porter vers cette option-là, l'annexion aux États-Unis. Mais à la fin du discours, il recule. À la fin du discours, il dit non, non, on n'est pas prêt pour l'annexion. Non, non, et on n'est pas prêt pour la révolution non plus. Il faut se tenir à une résistance constitutionnelle, à la non-consommation des produits britanniques. Donc, toute la stratégie, le boycott, justement. Et c'est un peu ce qu'il va faire pendant tout l'été de 1837. Des discours parfois un peu enflammés, mais il reste dans ce qu'il appelle la résistance constitutionnelle légale. Elle n'est pas tout à fait légale parce qu'après le mois de juin, les assemblées sont illégales. Le gouverneur dit que les assemblées sont illégales. Les patriotes, ça continue. Ouais. Et Il y a foule. patriotes. D'énormes foules pendant l'été. Et Papineau, c'est le premier politicien québécois à être connu dans toute la province, dans toute la colonie. Et quand il se pointe, les gens arrivent autour de lui. Des fois, il y a des espèces d'assemblées spontanées. Il y en a une autour de Québec. Tout d'un coup, il y a des centaines de personnes autour de Papineau. Donc, il s'arrête, il fait un discours. Alors, c'est quelqu'un qui est connu partout. Donc, il entre un peu dans la légende à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il est un peu emporté par les événements. C'est ça. Mais sa marge de manœuvre devient de plus en plus étroite. Oui. Mais on a souvent dit, j'ai souvent entendu que, bon, les Américains avaient Jefferson, un peu, c'est leur Papineau, mais ils n'avaient pas de Washington. Est-ce que pendant que Papineau fait ses discours, fait ses tournées, est-ce qu'il a une pensée pour, justement, cette alternative, cette possibilité d'une insurrection? Donc, il faut des armes, il faut une armée, il faut des gens expérimentés pour mener une guerre. Est-ce qu'il a cette réflexion-là? Qu'est-ce qu'on sait de ça? S'il l'a eu, on n'en a pas vraiment la trace. Il y a des historiens c'est encore débattu par les historiens. Il y a la thèse récente de Julien Mauduit qui prétend qu'il y a une espèce de planification de la Révolution avec les Hauts-Canadiens à partir de 1835-1836. Des gens, et que Papineau aurait été mêlé à tout ça. Mais s'il l'a été... c'est très discret. C'est très discret où les documents ont été détruits. Oui. Mais en même temps, sur le terrain, on ne voit pas l'organisation. On ne voit pas l'organisation particulièrement une centralisation de l'organisation. Il y a l'organisation locale, à Saint-Eustache, dans la vallée du Richelieu, à certains endroits, les gens sont mobilisés, mais pas à l'échelle de la province. Bon, arrivons à cet événement qui a été si controversé, surtout quelques années plus tard, cet événement qui consiste à, lorsque Papineau décide de quitter Saint-Denis, on est en novembre 1837, donc il quitte vers les États-Unis. Alors, ses ennemis, 10 ans plus tard, vont dire qu'il a fui, ou peut-être même qu'il a trahi, ou qu'il a laissé tomber ses troupes. Quel est votre avis sur le sujet? Moi, son explication me semble crédible. Son explication, c'est que les chefs autour de lui, les chefs patriotes autour de lui, lui ont dit de se mettre à l'abri parce qu'il fallait que le chef du mouvement reste disponible pour négocier avec les Britanniques, advenant soit une victoire patriote ou si on essayait d'arriver à une espèce de paix avec les Britanniques. Donc, on lui aurait demandé de se mettre à l'abri. Je pense que c'est crédible. La question est peut-être, ça me vient à l'esprit là, maintenant, mais la question, c'est peut-être pas la bonne question parce que finalement, on peut se demander pourquoi il ne s'est pas rendu, tout simplement, aux Britanniques. C'est sûr que s'il se rendait au Tories montréalais, il l'aurait lynché, il ne se serait pas rendu à la prison. Mais il y aurait peut-être eu moyen de négocier une reddition avec le gouverneur, un peu à la façon d'O'Connell. O'Connell, en Irlande, est allé en prison. Maintenant, il va aux États-Unis. Oui.
Alors, vous l'avez dit, c'est un grand admirateur des institutions républicaines aux États-Unis. C'est son modèle. Il compare ce qui se passe durant l'été 37 à la Révolution américaine. Donc, il espère aller chercher des soutiens. Alors, comment est-il accueilli et reçoit-il ou non des soutiens? Ben, au début, il est très bien accueilli. Il se ramasse à New York. Il sera accueilli dans l'entourage du gouverneur de New York, presque comme un chef d'État étranger. Et il va habiter même avec des gens très haut placés dans l'administration new-yorkaise. Il rencontre aussi des politiciens au niveau de l'État, des policiers fédéraux aussi, surtout des démocrates, des officiers de l'armée américaine. Et tout ce beau monde est très sympathique à la cause des Canadiens. Il va même rencontrer le grand historien américain Bancroft. Bancroft, je ne sais pas s'il a rencontré Bancroft, mais ils ont échangé Oui. là-dessus. Et en fait, la réponse de Bancroft, parce que Papineau écrit à Bancroft, il dit « Notre cause, c'est la même cause que celle de vos ancêtres, etc. » La réponse de Bancroft est très froide. C'est pas du tout la même chose, dit Bancroft. Vous n'avez pas l'appui du peuple, vous n'avez pas d'espoir de gagner et vous avez eu tort de prendre des armes. Et quand Papineau en décembre 1937, tente de faire un prêt pour acheter des armes et de garantir le prêt avec des terres au Bas-Canada, ne trouve pas preneur. Les politiciens fédéraux sont très froids. Tout le monde sympathise, personne ne veut aider. Il y a plusieurs explications. Oui, je vous écoute. La première, c'est que les Américains, les États-Unis traversent leur première grande crise économique. C'est la première fois qu'il y a très haut taux de chômage aux États-Unis, une crise financière qui implique les banques américaines qui doivent beaucoup d'argent aux Britanniques. Ah, ouais. Alors, Papineau lui-même met ça au compte de l'or anglais, que c'est l'argent finalement. Il y a aussi que la rébellion a eu lieu à peu près un an trop tard. Parce que si ça s'était passé en 1936, on aurait eu Andrew Jackson comme président qui haïssait les Britanniques. Alors, on aurait pu espérer avec Andrew Jackson peut-être une neutralité, mais ce qu'on pourrait appeler une neutralité bienveillante, qui aurait permis soit aux banques américaines, aux citoyens américains de participer. Mais avec son successeur, Van Buren va proclamer une neutralité très stricte. Et alors là, les citoyens qui seraient tentés d'aider la cause canadienne étaient passables d'emprisonnement. Exactement. Malgré cela, et encore une fois, la thèse de Julien Mauduit le montre, il y a eu beaucoup de sympathie parmi le peuple, beaucoup de sympathisants qui ont voulu se joindre à la cause, mais pas d'argent, pas d'appui politique. Et donc, il s'en va ensuite en France. Oui. Pourquoi en France? Est-ce qu'il réussit à obtenir Pour les mêmes raisons. Oui. Il va visiter la France. Il est un peu poussé vers la France par les radicaux qui veulent s'en débarrasser parce que Papineau n'appuie plus c'est ça, les parce grands que projets de 1938. ce n'est pas lui qui signe la fameuse Non. déclaration d'indépendance. C'est quand même curieux. Oui, parce que Papineau, à la fin de décembre 1937, Papineau ne croit plus au succès de la cause. Sans l'appui des Américains, il n'y croit plus. Alors que les radicaux veulent retourner au Canada, faire campagne, etc., ce qu'ils feront sans succès. Mais Papineau refuse d'appuyer, mais refuse de dénoncer non plus. Et il permet que son nom soit utilisé aussi. Ouais. Donc, rapidement, en France, là, parlons du côté plus personnel. Là, il va en France, il essaie d'aller chercher des soutiens, mais il va rester longtemps. Alors, 7 ans. Pourquoi reste-t-il si longtemps et comment ça se passe au plan plus personnel, familial? Comment ça s'organise? Évidemment, c'est difficile. On imagine Julie qui demeure derrière lui à Montréal. En fait, elle va fuir Montréal à peu près au même moment. La maison de la rue Bon-Secours est saccagée par les Tories. Ils craignent aussi de perdre leur propriété pendant un bout de temps. C'est en suspens. Mais finalement, Julie va venir aux États-Unis et enfin, elle va venir aussi avec la plupart des enfants, sauf Amédée, en France, à Paris. Elle sera là de 1839 à 1842. Et elle offre un appui à son mari aussi. Mais les tentatives de ramasser de l'argent en France ne fonctionnent pas. Non. Et Papineau va écrire son histoire de l'insurrection. On a un peu une réponse au rapport de Lord Durham qui sera publié dans les journaux français.
Il s'est fait beaucoup d'amis politiques à Paris, mais les républicains, les radicaux qui seraient peut-être susceptibles de l'aider ne sont pas au pouvoir, n'ont pas la faveur populaire. Le gouvernement français ne veut pas se brouiller non plus avec les Anglais. Et puis finalement, Julie va revenir en 41 ou 42 et Louis-Joseph va demeurer plusieurs années. Il fera des recherches sur l'histoire du Canada, va copier des textes, etc., qu'il va ramener au Canada. Donc, parlons maintenant du bloc où il revient. Donc, il revient en 1845. Et là, moi qui ai étudié un peu Louis-Hippolyte Lafontaine, je pense que Lafontaine et les réformistes ne savaient pas trop où logeait Papineau sur leur approche réformiste. Et là, on découvre que Papineau, il n'est pas du tout d'accord avec cette optique. Alors, pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas preuve un peu d'intransigeance par rapport à cette optique réformiste qui va jusqu'à, quand même, signer un manifeste annexionniste en 1849? C'est quand même assez fort de café, même pour nous, avec le recul, même si on peut l'admirer. Expliquez-nous un peu son état d'esprit durant ces années du retour. Évidemment, je ne vais pas trop parler des réformistes devant le grand expert, mais la responsabilité ministérielle, qui est vraiment la pierre angulaire du programme réformiste, c'est un compromis. Ouais. C'est un compromis où la métropole cède la gestion interne de la colonie et justement ce qu'ils avaient tenté d'avoir avec la querelle des subsides, le contrôle des salaires, etc., des dépenses, tout cela est cédé au gouvernement formé par le parti qui a la majorité dans la Chambre. Alors, Baldwin, Lafontaine, ensemble, forment la majorité, contrôlent le gouvernement, contrôlent les dépenses, les salaires, etc. Et sont capables de former une espèce de machine politique avec ça. Alors, ça fonctionne assez bien, mais c'est un compromis. Oui. L'autre côté du compromis, c'est que la domination coloniale continue. Et ça, Papineau ne peut pas l'accepter. La domination coloniale pour Papineau, c'est inacceptable, d'autant plus que l'union continue aussi. Et Papineau souhaite le retour d'un État où les Canadiens français sont majoritaires. Vous parlez du manifeste annexionniste. La pensée de Papineau, c'est que le Bas-Canada deviendrait un État ou même deux États à l'intérieur de la Fédération américaine avec des majorités francophones qui, dans le système américain, seraient souveraines au niveau des États. Et Papineau considère à l'époque que les États américains sont souverains dans leurs propres droits, dans une confédération très décentralisée. Donc, vous savez, en 1849, on pouvait avoir des États avec l'esclavage et des États libres. Alors, pour Papineau, on pourrait avoir un État francophone catholique. Ce ne serait pas pire, mais pas plus différent, disons, que l'esclavage. Donc, l'autonomie des États à l'époque, tout le monde voyait ça. L'autonomie des États était très prononcée. Le fédéralisme est très décentralisé. C'est justement ce qui sera réglé par la guerre de sécession. Alors, c'est un peu ça la logique de Papineau. Et ce qu'il rejette, c'est la domination. Et Papineau vous dirait aujourd'hui, si on accepte la domination, elle va s'installer sur le long terme. Alors, nous sommes encore sujet de la bonne reine Élisabeth aujourd'hui. Mais en même temps, on pourrait rétorquer que lui, jusqu'aux résolutions Russell, accepte le cadre impérial britannique quand même. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu intransigeant, non? Parce que, enfin, je veux dire, je comprends très bien son idée, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi derrière ça quelque chose de plus personnel? Est-ce qu'il y avait... Non, mais... Non, je suis d'accord. Est-ce qu'il acceptait mal que d'autres que lui dirigent le mouvement, soient un peu à l'avant-scène? Est-ce qu'il y avait peut-être un peu de ça aussi? Je pense que peut-être que oui. Entre lui et Lafontaine, c'est un combat de coq dans un certain sens. Je sais que Julie Papineau ne l'aimait pas beaucoup. Pas du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, quand pendant que Papineau est encore en France, elle lui écrit, elle dit, reviens, il y a des incompétents là, qui gèrent les choses ici. Alors, il faut que tu reviennes. Oui. Alors donc, il va avoir cette optique. Il va forcément donc s'isoler. Il va rompre avec d'anciens alliés, notamment Wilfred Nelson, qui fait des discours très violents contre lui, qui l'accuse justement, qui revient sur 1837 et sa fuite, etc. Et donc, mais en même temps, il se rapproche d'une sorte d'avant-garde, d'un nouveau groupe de jeunes émergents. Parlez-nous d'eux un peu. Les Rouges. Oui.
Les Rouges sont très inspirés par le retour de de Papineau. Et c'est un parti ouvertement républicain, annexionniste au début, mais ça va évoluer avec le temps, anticlérical, beaucoup plus anticlérical que les patriotes l'étaient, très axé sur l'éducation, plus favorable, je dirais, au développement économique. Et là où Papineau va diverger avec les Rouges, c'est sur le régime seigneurial, parce que les Rouges souhaitent l'abolition immédiate du régime seigneurial qui va venir en 54, je crois. Donc, Papineau, en fait, finalement, va se retrouver assez isolé, hein, parce qu'il n'est plus tout à fait dans la mouvance des Rouges, il n'est plus dans la mouvance des Bleus, et ça explique un peu son départ de la politique. Quelle année? 54, je pense, formellement. Là, il est élu, il est réélu en 52, mais j'ai lu qu'il a seulement assisté à une session du Parlement. Ah oui, dans hein. son dernier mandat. Donc, il Alors, était un petit peu... il n'est pas vraiment là. il n'est pas vraiment là. Non. Et ben, une fois qu'il se retire officiellement de la politique, donc, que se passe-t-il dans sa vie? Que fait-il? Parce que quand même, 1854, il va mourir en 1871. Parlez-nous un peu de la vie familiale, parce qu'il y a quand même des enfants qui, eux, grandissent. Il y a Amédée Papineau, il y a Lactance. Parlez-nous un peu de cette vie familiale. C'est pas toujours facile, alors C'est racontez-nous une vie un peu. extrêmement difficile. Ouais. Ils ont une vie familiale parsemée de grands défis. Et surtout au niveau des enfants. Si je peux me permettre une petite parenthèse sur Julie, vous savez, les historiens traditionnels comme Fernand Ouellet parlaient beaucoup de la mélancolie de Julie. D'autres l'ont carrément dit qu'elle était dépressive, etc. Julie a eu 9 enfants de 1819 à 34. Il y en a 5 qui sont seulement 5 qui sont parvenus à l'âge d'adulte. 2 sont morts, comme on dit, dans le berceau, c'est-à-dire dans la première année. Ils perdent une petite fille de 3 ans en 1830. Papineau est marqué par ça. On le voit dans la correspondance. Il en parle pendant des mois du décès de sa petite fille. Parmi ceux qui se rendent à l'âge adulte, Gustave meurt à 22 ans, toujours malade, des problèmes de poumons. Lactance souffre de problèmes psychologiques. Les études récentes disent qu'il était probablement schizophrène. Il sera interné aux États-Unis et il meurt interné à Lyon, quelques mois après sa mère. Et sa fille aussi décède avant lui. Le nom m'échappe, mais la mère d'Henri Bourassa. Azila, je crois. Oui, c'est ça, Azélie. Azélie. Azélie, qui meurt quelques mois, je pense, après la naissance d'Henri Bourassa. Donc, il y a seulement 2 enfants qui survivent à Louis-Joseph Papineau. Donc, au niveau familial, c'est assez extraordinaire qu'ils ont persévéré dans la politique à travers tout cela, malgré, hein, il y a des gens qui quittent la politique pour des raisons familiales aujourd'hui, Ils auraient eu mais des on bonnes voyait raisons. qu'ils avaient de bonnes raisons de partir, effectivement. Ouais. Et penser aussi à ce qu'ils ont vécu pendant les rébellions. Julie, avec les enfants, barricadés dans la maison quand les Tories font une émeute à l'extérieur. Donc, c'est extrêmement difficile. Le temps file. 1 minute sur la fin. Enfin, 1 minute et demie. Alors, il refuse les derniers sacrements. Il meurt sans recevoir les derniers sacrements. Expliquez-nous, donc, qu'est-ce que ça nous dit sur le rapport de Louis-Joseph et peut-être de la famille à la religion? Certainement, Julie était quand même pratiquante, assez dévote à ses heures aussi. Louis-Joseph et Amédée particulièrement étaient, je pense, ce qu'on pourrait appeler des déistes. Je pense que peut-être qu'Amédée était méthodiste un bout de temps, mais Louis-Joseph, c'est un déiste un peu à la façon de Voltaire. C'est quelqu'un qui est très critique de ce qu'il appelle les superstitions religieuses, toutes les pratiques religieuses qu'il trouvait un peu bizarres, moyenâgeuses, je dirais. Et à la fin de sa vie, c'est l'anecdote qui est rapportée par Amédée, hein, qu'il croise le curé qui est en train de sortir de la chambre de son père qui est mourant, et le curé lui rapporte que son père lui avait dit « Je n'ai pas eu besoin de votre religion depuis 19 ans, j'en ai pas besoin pour mourir. » Alors, il reste sur ses convictions jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin. Ouais. On présente souvent le mouvement patriote et donc l'héritage de Louis-Joseph Papineau, on présente ça comme une défaite. Mais vous avez un autre point de vue. Hein? On dit c'est un échec, c'est une défaite, c'est un peu triste. Bon. Mais vous avez un point de vue
différents sur le bilan à faire et de Louis-Joseph Papineau, sa contribution politique et du mouvement patriote? Je pense que c'est une tentative de créer un grand projet de société, de préparer la colonie à l'indépendance. Hein, de préparer autant au niveau des institutions politiques, le Conseil législatif, l'Assemblée, tout ça, qu'un système scolaire, hein, le système des écoles de l'Assemblée de 1829, des écoles de syndic, un premier système scolaire public au Bas-Canada en 1829, géré par les gens de la communauté qui élisent des syndics. C'est ça le mouvement patriote. C'est la prise en main des institutions politiques par le peuple. Et c'est aussi la préparation de la colonie à l'indépendance. Pour Papineau, en 1835, la question n'est pas est-ce que le Bas-Canada sera indépendant? C'est quand? Ça va venir rapidement. Alors, Papineau, pour moi, est un de nos politiciens qui envisage sereinement le passage à l'indépendance. Et avec, évidemment, la majorité canadienne-française est à 90 je pense, à l'époque. Alors, c'est l'émergence d'un État francophone, républicain en Amérique. Et ce n'est pas une défaite, c'est une répression. Ouais. Les patriotes n'ont jamais perdu une élection. Jamais. Et le mouvement politique, il est très fort en 1837. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu le réprimer. C'est pour ça que ça prenait la force militaire pour l'arrêter. Louis-Georges Harvey, merci beaucoup pour cet entretien. Plaisir. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez en connaître davantage sur les thèses de Louis-Georges Harvey sur le mouvement patriote, il faut lire Le printemps de l'Amérique française, Américanité, anticolonialisme et républicanisme dans le discours politique québécois 1805-1837. Et vous avez aussi la correspondance. La correspondance de Papineau a été éditée depuis quelques années par Georges Aubin, un travailleur infatigable qui nous impressionne tous. Oui. Et lui et sa femme, oui, il ne faut pas l'oublier, René Blanchet, lui et sa femme ont aussi édité la correspondance donc, de Louis-Joseph et de Julie Papineau. Donc, merci beaucoup et à bientôt.